On dit que la mer recèle des secrets qu'il ne faut jamais révéler. Cette histoire, qui a bouleversé tout le Mexique, en est la preuve. En 1995, un bateau de tourisme a disparu sans laisser de traces au large de la Basse-Californie. 30 ans plus tard, en 2025, il a réapparu, naviguant seul, son équipage entier ayant péri. Tout a commencé à Puerto Penasco, une ville côtière où la vie quotidienne tournait autour de la pêche et du tourisme. Les rues poussiéreuses étaient bondées le week-end de visiteurs venus déguster des fruits de mer frais ou faire une promenade en bateau pour admirer le coucher du soleil. José et son fils Emiliano y vivaient et travaillaient ensemble dans un petit restaurant familial. José avait perdu sa femme des années auparavant, et Emiliano était la seule chose qui lui restait, sa raison de se lever chaque matin. Mi-1995, un projet visant à attirer davantage de touristes est né en ville, un bateau à 2 étages, l'Estrella del Mar, qui proposait des excursions d'une journée dans la baie. Le bateau était la fierté du port, moderne, peint d'un blanc éclatant, et pouvait accueillir près d'une centaine de passagers. Emiliano, à peine âgé de 19 ans, y trouva un emploi d'aide cuisinier. « Papa, ce ne sera que pour l'été. Je veux économiser pour rénover la maison », lui dit-il avec enthousiasme. José le serra dans ses bras, sans imaginer que ce serait leur dernier été. Le 3 août 1995, l'Estrella del Mar appareillait avec 78 passagers et 12 membres d'équipage. Il y avait des familles entières, de jeunes couples et quelques étrangers curieux. La journée était ensoleillée et la mer calme. Rien ne laissait présager un problème. José, debout sur le quai, regardait le navire s'éloigner lentement, ignorant que ce serait la dernière fois qu'il verrait son fils. Cet après-midi-là, l'Estrella del Mar ne revint pas. Au crépuscule, des appels nerveux ont commencé entre les capitaines et les gardes-côtes. En quelques heures, une opération de recherche a été lancée, qui a duré des semaines. Hélicoptères, vedettes et dizaines de bénévoles ont ratissé la zone sans trouver le moindre indice, aucun morceau de coque, aucun gilet de sauvetage flottant, rien. C'était comme si le navire avait été englouti par la mer, sans laisser de traces. José passait ses journées assis sur le quai, à contempler l'horizon, attendant de voir apparaître la silhouette de l'étoile de mer. La ville entière était marquée par la tragédie. Chaque famille ayant perdu un proche accrochait chez elle des photos jaunies avec des bougies allumées. Les années passèrent. Beaucoup se résignèrent à la situation, d'autres quittèrent la ville, incapables de supporter l'absence. José vieillit vite, le visage sillonné de rides profondes et les mains tremblantes. Il ne rouvrit jamais le restaurant, il le garda fermé comme un mausolée silencieux dédié à Emiliano. Ses voisins tentèrent de lui remonter le moral, mais il ne répondit que par un sourire triste. « Mon fils est là-bas, quelque part dans la mer », répéta-t-il, presque comme une prière. 3 décennies passèrent. Puerto Penasco changea, de nouveaux hôtels apparurent, de nouveaux touristes arrivèrent, et le souvenir de l'étoile de la mer devint presque une légende murmurée par les anciens. Mais en mai 2025, toute la ville se réveilla avec une nouvelle qui glaça le sang de tous. Un navire avait été aperçu naviguant sans but tout près de la côte, comme s'il tentait de rentrer chez lui après un voyage sans fin. Les autorités maritimes se sont immédiatement mobilisées. Une patrouille s'est approchée avec prudence et a confirmé l'impossible, il s'agissait bien de l'étoile de la mer, dont la coque portait le même nom, bien que la peinture fût corrodée par le sel et le soleil. De loin, personne n'était visible sur le pont, cependant, le moteur continuait de tourner, propulsant le navire avec un ronronnement irrégulier qui ressemblait à un murmure fantomatique sur l'eau. À leur embarquement, les officiers découvrirent un souvenir qui resterait à jamais gravé dans leur mémoire, les corps de tout l'équipage et des passagers étaient là, éparpillés à travers le navire, momifiés par le sel et le temps. Certains étaient assis aux tables de la salle à manger, d'autres dans les couloirs, comme s'ils étaient morts au milieu d'une conversation. Mais le plus inquiétant était l'absence de signes de violence ou de famine extrême. C'était comme s'ils avaient cessé de vivre sans raison apparente. La découverte du navire a secoué non seulement Puerto Penasco, mais le pays tout entier. En quelques heures, des journalistes sont arrivés au port, appareils photo à la main, à la recherche d'images exclusives. Des hélicoptères ont survolé la zone,
capturant des vues aériennes de l'Estrella del Mar. Pendant ce temps, le quai se remplissait de curieux et de proches qui, après tant d'années, étaient contraints de rouvrir de vieilles blessures. José, désormais complètement blanc, arriva en marchant lentement, s'appuyant sur une canne. En voyant le navire de nouveau amarré au port, ses jambes s'affaiblirent. Les autorités fermèrent immédiatement l'accès, établirent un périmètre et interdirent l'approche. Cette scène nécessite une enquête médico-légale approfondie, ont déclaré les officiers, même si leur visage trahissait plus que du professionnalisme, une peur presque palpable. Les premiers experts sont montés à bord du navire, vêtus de combinaisons, de masques et de gants, explorant chaque recoin du bateau. Les journalistes ont spéculé à l'infini, certains ont parlé d'un empoisonnement massif, d'autres qu'ils avaient été abandonnés à la dérive et étaient morts de déshydratation. Mais les médecins légistes furent clairs dans leur rapport préliminaire, il n'y avait aucun signe évident de violence ni de cause naturelle, comme la soif ou une faim prolongée. Les corps, bien que réduits à un état quasi momifié, semblaient être morts subitement. Cela laissa tout le monde perplexe. Comment tant de personnes avaient-elles pu mourir sans combattre, sans tenter de laisser des messages ou des signaux d'aide? Pourquoi les avait-on retrouvés assis, leur posture figée dans le temps? José, du haut de la clôture grillagée, fixait la coque du navire d'un regard vitreux, cherchant désespérément la moindre trace d'Emiliano. Un jeune policier tenta de lui faire comprendre qu'il devait rentrer chez lui, que tout serait traité avec respect, mais José refusa, « Mon fils est là. J'ai besoin de le voir, même si c'est pour la dernière fois. » Sa voix tremblait, chargée d'un mélange indescriptible de douleur et de désir. Finalement, l'officier céda et promit de l'avertir dès qu'ils auraient des informations. Le lendemain, les experts médico-légaux commencèrent à identifier les corps à l'aide de vieux dossiers dentaires et d'effets personnels retrouvés sur le navire. Ce fut un travail lent et pénible. Chaque nom confirmé portait un coup dur aux familles qui, malgré des années sans nouvelles, avaient gardé une lueur d'espoir. Un après-midi, un fonctionnaire s'est approché prudemment de José, lui a parlé doucement, puis l'a serré maladroitement dans ses bras. « Nous avons retrouvé Emiliano », a-t-il dit. Il était dans la cuisine, assis avec son tablier. Il semble qu'il soit mort sur son lieu de travail. José laissa échapper un gémissement étouffé, comme si l'air lui avait été expulsé des poumons. Puis il se couvrit le visage de ses mains et pleura. Non pas avec le désespoir de quelqu'un qui vient de perdre un être cher, mais avec la résignation silencieuse de quelqu'un qui a tant pleuré qu'il n'en a presque plus une goutte. Les voisins l'entourèrent avec précaution, certains lui posant les mains sur les épaules, comprenant que ce moment marquait la fin d'un long et cruel chapitre de sa vie. Pendant ce temps, la marine montait la garde à l'Estrella del Mar jour et nuit. Trop de questions restaient sans réponse. Pourquoi le moteur fonctionnait-il encore après 3 décennies? Comment le navire était-il revenu sans personne pour le guider? Que s'était-il réellement passé à bord pendant ces années? Les ingénieurs navals examinèrent les systèmes du navire et restèrent perplexes. Le carburant d'origine devait être épuisé depuis longtemps. Cependant, le moteur présentait des signes d'entretien, comme s'il avait été entretenu périodiquement. Les rumeurs commencèrent à se répandre. Certains villageois racontaient que les bateaux de pêche voyaient des lumières au large aux premières heures du matin, des lumières qui se reflétaient sur l'eau là où personne ne devrait se trouver. D'autres affirmaient entendre des corps lointains dans l'obscurité de la nuit, comme si l'étoile de la mer rôdait le long de la côte depuis des années, invisible. Bien que la plupart de ces histoires ne fussent que des contes pour effrayer les enfants, l'atmosphère du village devint pesante, peuplée de regards inquiets et de portes qui se fermaient prématurément. Malgré toutes ces histoires, José n'y accordait aucune importance. Pour lui, la seule chose qui comptait était de retrouver son fils, même si cela se faisait de la manière la plus cruelle qui soit. Quelques jours plus tard, les experts médico-légaux ont remis le corps d'Emiliano dans un simple cercueil, scellé en raison de son état de conservation avancé. José a organisé une veillée funèbre modeste, entouré de ses rares amis restants. Ce soir-là, le restaurant, fermé depuis 30 ans, était à nouveau illuminé, non pas par les clients, mais par des bougies allumées et des prières murmurées. Le lendemain matin, la ville se réveilla dans un étrange silence.
comme si chacun respectait un deuil collectif qui avait mis 3 décennies à se réaliser pleinement. José était assis sur le vieux banc devant le restaurant, regardant la mer qui miroitait paisiblement au soleil. Il semblait impossible que ces eaux sereines aient gardé un secret aussi macabre aussi longtemps. Il ferma les yeux et murmura une prière pour Emiliano, espérant que, où que soit son âme, il trouverait enfin le repos. Pendant ce temps, les autorités poursuivaient leur enquête. Les techniciens examinaient l'Estrella del Mar dans ses moindres recoins, prélevant des échantillons, photographiant les détails et cherchant des indices logiques. Le moteur constituait le plus grand mystère. D'après les archives, il avait été remplacé par des composants, des tuyaux neufs et des traces d'huile propre. Qui avait effectué cet entretien? Comment expliquer qu'après 30 ans de mer, le navire soit revenu à la mer par ses propres moyens? Un ingénieur naval nommé Ramiro Martinez a été le premier à proposer une théorie plausible. Il est possible qu'il ait été abordé par des pirates ou des passeurs à un moment donné, qui l'ont utilisé pendant un certain temps et l'ont ensuite abandonné, a-t-il expliqué au micro. Cependant, cette hypothèse ne s'est pas tout à fait vérifiée. Ils n'ont trouvé aucune trace de cargaison illégale ni de trace récente d'un membre d'équipage vivant. De plus, aucun groupe criminel n'avait revendiqué l'utilisation du navire, déjà fortement lié à une tragédie médiatique. Tandis que la presse nationale faisait de l'affaire un article sensationnaliste, les habitants de la ville continuaient leurs activités habituelles. Les pêcheurs sortaient chaque matin, même si certains avouaient ressentir un certain malaise en passant près de l'endroit où ils avaient trouvé le bateau. L'air est étrange là-dedans, presque lourd, dit un homme plus âgé en haussant les épaules. Le soir, les familles préféraient ne pas trop en parler. Elles fermaient leurs fenêtres tôt, comme pour se protéger non seulement de la brise marine, mais aussi de l'angoisse qui flottait dans l'air. José commença à se rendre sur la jetée tous les après-midi. Parfois, il apportait des fleurs et les jetait à la mer, un simple geste en hommage à Emiliano. D'autres fois, il restait assis en silence, écoutant le bruit des vagues. Quelques voisins le rejoignaient un moment, craignant que cette solitude ne finisse par le briser. Mais José les remerciait toujours d'un petit sourire. « Je vais bien, je veux juste avoir l'impression que je l'attends toujours, même s'il ne revient pas, dit-elle dans un murmure. Une semaine plus tard, une équipe de spécialistes a découvert un carnet trempé et presque détruit dans l'une des cabines du navire. Il était si fragile qu'ils craignaient qu'il ne se défasse au moindre contact, mais avec précaution, ils ont réussi à en récupérer quelques pages. Il y avait des notes éparses, listes de fournitures, planning de cuisine et noms barrés. Le plus troublant était que les dernières dates enregistrées remontaient à 1996, plus d'un an après la disparition officielle du Starfish. Cela indiquait qu'ils étaient en vie bien plus longtemps qu'on ne l'imaginait. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville. Comment avait-il pu survivre si longtemps en mer sans être vu? Et que s'était-il passé ensuite? Les médias ne tardèrent pas à exploiter cette révélation. José évitait de lire les journaux. Il ne voulait pas ajouter de douloureuses questions à celles qu'il portait déjà en lui. Pour lui, la souffrance d'Emiliano était scellée dans ce cercueil, et creuser son histoire ne ferait que révéler des blessures qui commençaient à cicatriser. Malgré tout, un sentiment d'inquiétude s'emparait du village. Certains disaient que les nuits étaient plus froides depuis le retour du navire, que la mer, autrefois généreuse, avait désormais un silence différent, presque menaçant. D'autres commentaient que leur filet revenait plus vide, comme si quelque chose avait changé en bas. Ce n'étaient que des rumeurs, bien sûr, mais suffisamment pour que beaucoup commencent à regarder l'océan avec un mélange de respect et de crainte renouvelée. Ramiro Martinez, l'ingénieur naval, décida de rester quelques semaines supplémentaires à Puerto Penasco pour poursuivre l'étude du navire. Le soir, on le voyait, cartes étalées sur une table de restaurant, examiner d'anciennes trajectoires maritimes, à la recherche de coïncidences. Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça, quelque chose que nous n'avons pas vu, répétait-il à tous ceux qui voulaient l'écouter. Pendant ce temps, José poursuivait sa routine, marchait lentement dans le port, portant des fleurs, portant un deuil qui lui était propre. Au fond, chacun savait que cette histoire n'aurait jamais de réponse complète, que l'étoile de la mer était revenue de l'oubli chargée de plus de questions que de certitudes.
et même si la ville essayait de revenir à la normale, de temps à autre un murmure, un regard fuyant, un murmure dans le bar émergeait, car peu importe à quel point ils essayaient de le nier, quelque chose avait changé pour toujours depuis que ce navire fantomatique, sans fantôme mais plein de morts, était revenu sur leur rivage. Au fil des jours, Ramiro devint obsédé par l'affaire. Il dormait peu et passait de longues journées à bord de l'Estrella del Mar, scrutant chaque écoutille, chaque chambre et chaque couloir avec une puissante lampe torche. Il prenait des notes frénétiques et marmonnait des théories. Il y a quelque chose d'étrange sur ce navire, patron. Je ressens un frisson qui me transperce jusqu'aux os, dit un soir l'un des marins, débarquant le visage pâle. Pendant ce temps, José poursuivait sa routine silencieuse. Chaque matin, il ouvrait les fenêtres du vieux restaurant, balayait la poussière accumulée et préparait le café, même si presque plus personne n'entrait. Pour lui, c'était une façon de s'occuper, de tromper le vide qui menaçait de l'engloutir s'il restait assis trop longtemps. Des voisins passaient lui déposer du pain ou du bouillon, craignant qu'il ne fasse preuve d'insouciance. José les remerciait d'un faible sourire, le regard toujours perdu derrière eux. Un après-midi, Ramiro alla trouver José. Il s'assit en face de lui à une table du restaurant et, après quelques secondes de silence gêné, lui dit à voix basse. « Don José, j'ai trouvé quelque chose dans la salle des machines. Je ne sais pas si c'est important, mais je voulais vous le montrer. » Il ouvrit son carnet et lui montra un dessin à main levée du moteur du bateau avec des annotations déroutantes. Quelqu'un a fait fonctionner ce truc jusqu'à il y a quelques années. Les pièces que j'ai trouvées ont des dates de fabrication récentes. Ce navire a navigué, on ne sait où ni avec qui. José resta immobile, réfléchissant à chaque mot. Il leva les yeux et demanda dans un murmure à peine audible. « Mon fils aurait-il pu être en vie tout ce temps ?» Ramiro déglutit, incapable de lui donner une réponse claire. « Je ne sais pas, don José. Peut-être ont-ils simplement survécu un peu plus longtemps. Peut-être que d'autres ont utilisé le navire plus tard. Il n'y a aucun moyen sûr de le savoir. » José ferma les yeux, comme s'il voulait chasser ces possibilités avant qu'elles ne lui brisent le cœur. Il ne dormit pas cette nuit-là. Assis sur une chaise, il fixait la porte close, le bruit lointain de la mer entrant par les fenêtres. Il se souvenait de l'enfance d'Emiliano, lorsqu'il jouait à cache-cache entre les tables du restaurant. Il se souvenait de son rire clair, de ses mains tachées de sauce lorsqu'il aidait en cuisine. Et maintenant, penser qu'il avait peut-être été vivant, seul et abandonné quelque part sans que je puisse l'aider, était trop de torture. Le lendemain, Ramiro décida d'organiser une réunion publique au port pour expliquer aux habitants ce qu'ils avaient découvert jusqu'alors. Il voulait dissiper les rumeurs et démontrer que le navire était certes une énigme technique, mais pas un phénomène surnaturel, comme beaucoup commençaient à le prétendre. L'esplanade se remplissait de curieux, des pêcheurs coiffés de vieilles casquettes, des femmes portant des enfants dans les bras et des personnes âgées qui murmuraient entre elles. Ramiro parlait fermement, mais sa voix tremblait par moments, trahie par la confusion qui l'envahissait. Nous avons trouvé des preuves que le moteur a été révisé il y a moins de 10 ans. Cela signifie que quelqu'un était à bord à cette époque. Nous ne savons ni qui ni pourquoi, mais rien n'indique qu'il y ait eu des crimes récents, a-t-il expliqué en consultant ses notes. Une femme leva la main, la voix brisée. Et s'il y avait encore quelqu'un qui se cachait là-bas, quelqu'un qui nous observait depuis le rivage? Un murmure parcourut la foule. Ramiro secoua vivement la tête. Le navire est vide. Nous avons vérifié chaque recoin. Malgré tout, après la réunion, l'atmosphère devint plus tendue. Le soir, des commentaires répétés faisaient état de lumières étranges dans la mer ou d'ombres qui semblaient se déplacer parmi les conteneurs sur le quai. C'étaient des ragots, peut-être le fruit d'une peur collective, mais suffisant pour que certains pêcheurs décident d'aller pêcher en groupe. Puerto Pemasco, qui avait toujours vécu au bord de la mer, commençait à la craindre d'une manière silencieuse et douloureuse. José continuait de se rendre au quai chaque après-midi, tenant à la main le petit bouquet de fleurs qu'il jetait à l'eau en soupirant. Il contemplait l'horizon avec un mélange d'amour et de défaite. Au fond de lui, il savait qu'il n'aurait jamais toutes les réponses,
la mère avait décidé de lui renvoyer Emiliano pour le lui arracher à nouveau, le laissant avec plus de questions que de réponses. Et pourtant, il était là, fidèle à ce rituel qui le maintenait en vie. Un de ces après-midi, alors que le soleil se couchait sur l'eau, teintant tout d'orange, José sentit que, malgré tout, son fils était proche. Non pas sur le bateau, non pas physiquement, mais dans les souvenirs qui l'accompagnaient à chaque pas. Il ferma les yeux, laissa le vent sécher ses larmes silencieuses et se dit que c'était peut-être la seule chose qu'il pouvait demander à la vie, garder l'amour intact, même si le reste était un mystère qu'il ne comprendrait jamais. Au fil des semaines, l'Estrella del Mar a commencé à disparaître des gros titres nationaux. D'autres scandales et tragédies ont fait leur apparition dans les journaux. Cependant, à Puerto Pemasco, le navire est resté ancré, comme un douloureux souvenir. Certains touristes sont venus par simple curiosité. Ils voulaient prendre des photos avec la jetée en arrière-plan, pointant vers le bateau. Cela a provoqué la colère de plusieurs habitants, qui ont eu le sentiment que leur chagrin était bafoué, transformant une tragédie locale en spectacle vulgaire. Ramiro poursuivit ses inspections, mais avec un personnel de plus en plus réduit. Nombre de ses assistants préférèrent retourner en ville. Ils se disaient fatigués, mais en réalité, ils ne supportaient plus d'embarquer sur ce navire. Certains avouèrent faire des cauchemars après y avoir passé des heures, des rêves confus de couloirs interminables et de portes qui grinçaient toutes seules. Ramiro, bien qu'il n'y croyât pas, commença à percevoir l'effet psychologique du lieu. Il y avait quelque chose dans ce silence, dans ces couloirs étroits et chargés de sel, qui lui serrait la poitrine. Un après-midi, José se rendit au quai, déterminé à demander à Ramiro de le laisser monter à bord du bateau. « Je veux juste le voir de l'intérieur, avoir l'impression d'être au dernier endroit où mon fils était, » dit-elle d'une voix tremblante. Au début, Ramiro refusa catégoriquement. Il craignait pour la santé du vieil homme et les risques liés à la corrosion de la structure. Mais l'insistance de José, alliée au regard fixe d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, finit par le convaincre. « Je promets de t'accompagner et de ne pas te quitter », a-t-il finalement accepté. Ils escaladèrent ensemble la passerelle rouillée. La coque du navire craquait légèrement à chaque vague, comme si elle se plaignait d'être là. José marqua une pause avant d'entrer dans le hall principal, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Lorsqu'il les ouvrit, il trouva des tables alignées, dont beaucoup étaient encore garnies d'une élégante vaisselle. Serviettes réduites en poussière, verres brisés, et une odeur d'humidité et de sel lui étranglait la gorge. Emiliano servait ici. Il courait partout avec des assiettes chaudes à la main, murmura-t-elle. Ramiro l'observa en silence, lui laissant de l'espace. Ils remontèrent lentement le couloir jusqu'à la cuisine. Là, José resta immobile, les yeux fixés sur un petit banc en bois miraculeusement stable. Il posa la main dessus comme pour caresser un fantôme. Un bref sanglot s'échappa de ses lèvres. « Merci de m'avoir amené, ingénieur. Maintenant, je sens que je peux me libérer de tout ce poids, » dit-il au bout d'un moment, les yeux rouges, mais la voix étrangement calme. En descendant du bateau, José semblait avoir changé. Il marchait droit, d'un pas lent mais assuré. Il salua deux voisins qui l'observaient depuis le quai et, pour la première fois depuis longtemps, son sourire n'était pas seulement poli. Ramiro l'accompagna au restaurant et, avant de lui dire au revoir, il dit « Tu m'as appris quelque chose aujourd'hui, dont José, parfois, il faut affronter ses pires souvenirs pour continuer à vivre. » José hocha simplement la tête et lui tapota le bras, ce qui en dit plus long que n'importe quel mot. Les jours suivants furent étrangement paisibles. La ville commençait à retrouver un peu de son rythme habituel. Les pêcheurs reprirent leur activité, moins craintifs. Les enfants couraient dans les rues poussiéreuses en jouant avec de vieilles balles. Les femmes reprirent leur réunion sociale devant chez elles. Pourtant, le navire était toujours là, un monstre silencieux que tout le monde évitait de regarder directement, comme s'il avait peur qu'il se retourne. Un matin, un grand bruit de claquement réveilla plusieurs habitants du port. C'était le bruit de la coque de l'Estrella del Mar s'écrasant contre l'un des quais. Un courant soudain l'avait poussé violemment, desserrant les amarres.
Des hommes se précipitèrent pour le sécuriser, travaillant à la faible lumière des lanternes. José observait depuis sa fenêtre, le cœur serré, craignant que le bateau ne coule sur place. Ils réussirent finalement à l'amarrer, mais l'incident laissa tout le monde anéanti. Ramiro a interprété cela comme un signe qu'il était temps de remorquer le navire vers un autre port où il pourrait être démantelé. Il a déjà fait trop de dégâts ici, a déclaré le conseil local. Certains habitants s'y sont opposés, estimant que retirer le bateau reviendrait à effacer un pan de l'histoire de la ville, aussi douloureux soit-il. Mais la majorité était d'accord. Il fallait tourner la page une fois pour toutes. Même Joseph, lorsqu'on lui a demandé, a soupiré et a répondu. « Je t'ai déjà dit au revoir. Emmène-le. » C'est ainsi que cela fut décidé. Dans quelques jours, des navires spécialisés arriveraient pour remorquer les toiles de la mer loin des rivages qu'il avait accueillis avec tant d'enthousiasme 30 ans plus tôt. La ville silencieuse attendait ce moment avec un triste soulagement, comme quelqu'un qui dit au revoir à un parent en difficulté qui, malgré tout, fera toujours partie de son sang et de sa mémoire. Le jour de l'arrivée des remorqueurs, la ville entière semblait retenir son souffle. Dès le petit matin, hommes, femmes et enfants se rassemblèrent sur le quai, certains avec une expression solennelle, d'autres avec un soulagement palpable. José arriva accompagné de 2 voisins qui l'aidèrent à marcher. Il se tenait au premier rang, sa canne fermement plantée, le regard fixé sur l'étoile de mer. Il hésitait entre tristesse et soulagement, peut-être un peu des deux. C'était la fin d'un cycle trop long. Les ouvriers travaillèrent des heures durant, fixant d'épais câbles qui craquaient sous l'effet de la tension. Le navire, comme s'il résistait, tanguait sans cesse à chaque coup de remorqueur. Certaines vieilles femmes du village murmuraient que la mer ne voulait pas encore lâcher prise. D'autres faisaient le signe de croix, craignant une répétition d'un désastre alors qu'elles pensaient que tout était fini. Ramiro faisait les 100 pas, dirigeant les manœuvres et consultant les cartes marines, les sourcils froncés, incapable de cacher son inquiétude. Finalement, vers midi, l'Estrella del Mar s'éloigna lentement du port, tirée par les remorqueurs qui soulevaient l'eau en larges vagues. Un profond silence s'abattit sur le quai, rompu seulement par le cri des mouettes. José leva la main d'un geste presque inconscient, comme pour dire au revoir à un vieil ennemi qui, au fond, lui avait aussi laissé ses derniers souvenirs de son fils. Au revoir, Emiliano. Je te porterai toujours avec moi, murmura-t-elle, les yeux brillants. Alors que le navire rapetissait à l'horizon, beaucoup sentirent une ombre se dissiper de leur dos. Certains s'étreignirent. D'autres commencèrent à rentrer chez eux d'un pas léger. C'était comme si le poids invisible qui avait oppressé la ville pendant 30 ans commençait enfin à se dissiper. Pourtant, José resta là longtemps après la disparition du dernier mât de l'étoile de la mer. Cet après-midi-là, le restaurant de José ouvrit ses portes pour la première fois depuis des décennies, non pas pour servir à manger, mais pour accueillir les habitants qui souhaitaient le rejoindre. Ensemble, ils préparèrent le café, apportèrent le pain et déposèrent des fleurs sur les tables. Ils parlèrent à voix basse, évoquant le bon vieux temps, comme s'ils voulaient redonner vie à un lieu qui, pendant si longtemps, n'avait été habité que par des souvenirs douloureux. José était assis dans son fauteuil préféré, écoutant et laissant la chaleur humaine l'envelopper. Ramiro s'arrêta également au restaurant. Il resta un moment à l'écart, observant la scène avec respect. Puis il s'approcha de José et lui tendit la main. Merci de m'avoir permis de participer à cette aventure. Je n'ai peut-être pas trouvé toutes les réponses, mais j'en ai appris davantage sur le pouvoir du cœur humain qu'au cours de toutes mes années d'ingénieur. José lui serra fermement la main. Merci de ne pas avoir abandonné, d'avoir cherché jusqu'au bout. Ces mots étaient simples, mais empreints d'une sincère reconnaissance. Dans les jours qui suivirent, le port retrouva une sérénité qui semblait impossible quelques mois auparavant. Les pêcheurs sortaient sans crainte. Les enfants retournaient jouer sur les quais sans que leur mère les appelle immédiatement. Les nuits n'étaient plus emplies de murmures de lumières étranges ou d'ombres se déplaçant entre les bateaux. C'était comme si la mer avait enfin décidé de retrouver le calme. Pourtant, personne n'oublia complètement ce qui s'était passé.
Le souvenir resta gravé dans la mémoire collective de la ville. José commença à recevoir davantage de visiteurs. Des voisins qui le saluaient à peine auparavant s'arrêtaient désormais pour s'asseoir avec lui à la terrasse du restaurant, partager un café ou simplement lui tenir compagnie. Certains après-midi, il sortait une vieille radio et diffusait une musique douce, emplissant l'air de mélodies qui semblaient caresser l'âme. Ces petits gestes étaient sa façon de renouer avec la vie, de s'intégrer à nouveau au rythme quotidien de la ville. Le soir, en se couchant, José pensait encore à Emiliano. Il imaginait que, peut-être, quelque part dans l'univers, son fils lui souriait en le regardant avancer. Il fermait les yeux et murmurait un « je t'aime » silencieux avant de s'endormir. Bien que la blessure ne disparaisse jamais complètement, il comprenait qu'il avait trouvé un moyen de vivre avec elle, de porter son amour sans qu'il ne le détruise. Et ainsi, petit à petit, la vie à Puerto Penasco reprit de la vigueur, comme si la mer avait décidé de leur accorder une pause. Au fil des mois, le restaurant de José devint un petit lieu de rencontre pour la ville. Il ne retrouva pas sa prospérité d'antan, mais ce n'était pas son intention non plus. Pour lui, ouvrir les portes chaque matin et accueillir les amis venus discuter ou prendre un café chaud lui suffisait. Parfois, des heures passaient sans aucun client, mais José profitait de ce temps pour nettoyer, ranger de vieilles photos ou simplement s'asseoir à l'entrée, regardant la rue qui ne semblait plus si vide. Ramiro continua de lui écrire des lettres depuis d'autres ports où il travaillait. Il lui racontait que, bien qu'il ait participé à de nombreuses enquêtes maritimes après l'incident de l'Étoile de mer, aucune ne l'avait marqué aussi profondément. Dans l'une de ses lettres, il écrivait « Ce navire m'a appris davantage sur la valeur des gens ordinaires que toutes mes années d'université. » José sourit en lisant ces mots, sentant que, d'une certaine manière, la tragédie avait uni des destins qui ne se seraient jamais croisés autrement. Un jour, des jeunes gens du village, qui n'avaient jamais rencontré Emiliano, arrivèrent au restaurant. Ils avaient entendu l'histoire de ses parents et voulaient demander à José comment était son fils. Au début, José sentit son cœur s'emballer, puis il prit une grande inspiration. Il les invita à s'asseoir et commença à raconter des anecdotes simples, comment Emiliano riait lorsqu'il parvenait à retourner une tortilla sans la casser, comment il courait au quai avec un morceau de pain pour nourrir les mouettes. En voyant les visages attentifs de ces garçons, José comprit que perpétuer le souvenir d'Emiliano était une autre façon de le rendre éternel. Il fut surpris de constater qu'après avoir fini de parler, il ne ressentait pas de douleur, mais plutôt une étrange chaleur. Les garçons le remercièrent avec un respect qui le toucha profondément. « Pour qu'il reste avec nous pour toujours », murmura doucement José en les regardant partir. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'elle nettoyait la vitrine du restaurant, elle remarqua la mer miroiter d'une teinte particulière. Elle resta là un long moment, à regarder les vagues aller et venir avec la douceur d'un soupir. Elle repensa aux années durant lesquelles elle avait craint cette même mer, la blâmant de lui avoir volé Emiliano. Elle comprenait maintenant que la mer n'avait été qu'un élément du décor de son destin, un destin qu'elle ne pouvait pas toujours contrôler. Cette acceptation lui apporta un soulagement inattendu. La ville a commencé à organiser une petite cérémonie pour commémorer les 30 ans de la disparition de l'Étoile de mer. Il souhaitait que ce ne soit pas un acte de tristesse, mais une façon d'honorer ceux qui étaient décédés. José a été invité à prendre la parole. Au début, il a hésité, craignant de s'effondrer devant tout le monde, mais il a ensuite compris que ce serait une conclusion nécessaire, non seulement pour lui, mais pour toutes les familles qui pleuraient encore en silence. Au lever du jour, ils déposèrent des fleurs sur le quai et lancèrent des bateaux en papier dans l'eau. José parla d'une voix ferme, mais ses yeux brillaient de larmes retenues. « Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour pleurer, mais pour les remercier du temps passé avec eux. Ils nous ont laissé des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans notre mémoire, et c'est ce qui compte vraiment. » Un murmure d'excitation s'éleva dans la foule. Certains pleuraient en silence, d'autres s'embrassaient sans un mot. Cette nuit-là, Joseph dormit profondément. À son réveil, il ressentit quelque chose de différent, une légèreté dans la poitrine, comme s'il s'était enfin libéré d'un poids trop lourd. Il sortit sur le porche avec son café et regarda le lever du soleil teinté d'orange les toits de la ville. La mer semblait calme, presque amicale.
Il sourit intérieurement, reconnaissant d'être simplement en vie, de pouvoir se souvenir d'Emiliano sans que son âme ne se brise en 1000 morceaux. Dès lors, chaque fois qu'un inconnu demandait des nouvelles du restaurant du Vieux-Port, les habitants répondaient fièrement. C'est là que vit Don José, l'homme qui n'a jamais cessé d'aimer son fils, même lorsqu'il l'a emmené. Entrez et prenez un café avec lui. Il a de belles histoires à raconter. Et ainsi, sans le chercher, José est devenu un symbole silencieux de résistance et d'amour éternel dans cette petite ville qui a peu à peu appris à se réconcilier avec les vagues. Au fil du temps, le restaurant de José s'est enrichi de petits détails apportés par les voisins pour décorer l'endroit. Une femme lui a offert une nappe brodée de fleurs rouges. Un jeune homme a peint la jetée avec des bateaux en papier flottant. Des enfants ont même fabriqué une pancarte sur laquelle était écrit « Bienvenue chez Don José ». Il a fièrement tout accroché au mur. Chaque objet lui rappelait qu'il n'était pas seul, que l'amour de la ville le soutenait de manière silencieuse mais puissante. Un matin, alors qu'elle préparait son café, elle entendit des rires à la porte. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle aperçut un groupe de touristes curieux, apparemment fascinés par les histoires du lieu. Un voisin les guidait et, en les apercevant, dit « C'est Don José. Demandez-lui des nouvelles d'Emiliano et il vous dira des choses qu'aucun guide ne connaît. » José rougit légèrement, mais les invita à entrer. Il parla tendrement de son fils et de la mère depuis le vieux bateau. Au moment de lui dire au revoir, les visiteurs l'embrassèrent avec une sincère gratitude. Cette nuit-là, José resta éveillé plus longtemps que d'habitude, pensant à la façon dont, sans l'avoir recherché, il avait transformé la douleur en un pont pour atteindre les autres. Elle réalisait qu'à chaque fois qu'elle partageait un souvenir d'Emiliano, quelque chose de positif se produisait, un sourire naissait, un soupir d'émotion, un nouveau lien humain se formait. C'était comme si son fils survivait à chaque histoire qu'elle partageait entre deux gorgées de café et le murmure de la mer. Un après-midi pluvieux, José trouva dans un tiroir une photo froissée d'Emiliano enfant. Il était assis sur le quai, les pieds dans l'eau, une canne à pêche improvisée à la main. José caressa l'image de ses doigts fatigués, souriant en se rappelant les sauts de joie du garçon lorsqu'il attrapait du poisson et des minutes. Puis, très soigneusement, il plaça la photo dans un cadre et le plaça près de la caisse du restaurant. Il voulait que tous ceux qui entraient voient ce petit morceau de sa vie. Certains dimanches, la ville organisait de petits événements pour perpétuer la mémoire collective. On organisait des pique-niques, on jouait au loto ou on chantait simplement avec de vieilles guitares. José participait toujours, parfois en cuisinant quelque chose à partager, d'autres fois en écoutant simplement, les yeux brillants. Lors de ces rencontres, elle a réalisé à quel point son cœur avait changé. Auparavant, elle avait peur de se confier, de peur de perdre davantage. Maintenant, elle comprenait que partager l'amour qu'elle avait encore était la manière la plus pure d'honorer ce qu'elle avait perdu. Un jour, Ramiro revint en ville. Des années s'étaient écoulées depuis son départ avec les remorqueurs qui transportaient les étoiles de mer. En entrant dans le restaurant, José faillit ne pas le reconnaître. Il avait les cheveux plus gris, de nouvelles rides, mais le même regard noble. Ils s'étreignirent fort, sans dire un mot pendant plusieurs secondes. Ils s'assirent ensuite à une table et discutèrent longuement, se rattrapant. Ce furent des retrouvailles paisibles, presque familiales, qui clôturèrent une étape importante pour eux deux. Ramiro raconta qu'il avait travaillé dans de nombreux ports, mais qu'il n'avait jamais rencontré un cas pareil depuis. Parfois, quand je suis seul sur le pont à regarder l'horizon, je pense à Emiliano, à toi et à ces gens courageux qui ont appris à pardonner à la mer, a avoué Ramiro. José écoutait attentivement, hochant lentement la tête, comprenant que cette histoire les avait non seulement marqués, mais était devenue une cicatrice commune qui unissait des destins lointains. Ce soir-là, Ramiro resta dîner au restaurant. José prépara un ragoût simple mais savoureux, qu'ils dégustèrent au milieu des rires et des anecdotes. En lui disant au revoir, Ramiro promit de revenir bientôt, affirmant que, ce coin du monde avait quelque chose de spécial. Ici, j'ai appris à voir au-delà des machines et des cartes, confessa Théil avant de partir. José l'accompagna jusqu'à la porte et le regarda partir, le cœur rempli de chaleur,
sachant que l'amitié naît de la douleur mais s'épanouit avec le temps. Les jours passèrent paisiblement. José vieillissait lentement, son pas ralentissait et ses cheveux blanchissaient, mais son cœur était étonnamment léger. Chaque matin, il se réveillait reconnaissant du soleil qui brillait par sa fenêtre, du chant des oiseaux, du murmure constant de la mer, qui ne lui semblait plus menaçant. Il avait fait la paix avec la vie, avec ses absences, et c'était un immense cadeau. Parfois, à la fermeture du restaurant, José restait un instant sur le seuil, contemplant les étoiles. À ces moments-là, il murmurait un « Bonne nuit, mon fils », qui s'envolait au gré du vent. Et même s'il savait qu'Emiliano ne reviendrait pas, il était aussi certain de ne jamais être vraiment parti. Il vivait dans ses souvenirs, dans l'affection de la ville, dans chaque histoire partagée. Et cela suffisait à le maintenir, jour après jour, l'âme en paix. Au fil des ans, le restaurant de José est devenu un véritable petit musée vivant. Les habitants des villages voisins venaient y prendre un café, simplement pour l'écouter raconter la vie d'Emiliano ou pour s'enquérir de cette tragédie qui, avec le temps, avait cessé d'être un simple événement triste pour devenir une histoire de résilience et d'amour. José a toujours répondu avec patience, avec l'intelligence de quelqu'un qui a appris que le passé, aussi douloureux soit-il, peut aussi être source de beaux souvenirs. Des enfants curieux arrivèrent, poussés par leur mère qui murmurait « C'est donc José, le père d'Emiliano, le garçon du bateau ». Les petits contemplaient avec de grands yeux les peintures et les photographies usées par le temps. José se pencha à leur hauteur et leur raconta des histoires simples, comment Emiliano avait un jour attrapé un poisson si petit qu'ils décidèrent de le rejeter à la mer, ou comment il dansait maladroitement dans la salle du restaurant juste pour le faire rire. Un jour, un jeune photographe de la ville arriva au port avec l'intention de réaliser un reportage sur « l'étoile de la mer ». Après avoir rencontré José, il comprit qu'il ne suffisait pas de photographier la jetée ou la mer, il lui fallait capturer ce visage ridé, ses yeux où 30 ans de souvenirs se cachaient. Il demanda à José la permission de faire son portrait, et José accepta, un peu timidement. Lorsque le jeune homme montra l'image finale, de nombreux habitants de la ville dirent qu'elle représentait non seulement l'homme, mais aussi tout ce qu'il avait aimé et perdu. Cette photographie a fini par être exposée dans une galerie locale et, au fil du temps, est devenue un symbole du lieu. Les visiteurs s'interrogeaient non seulement sur le navire perdu, mais aussi sur Don José, l'homme qui avait attendu si longtemps. Lui-même en plaisantait, « Regardez, même mon ancien visage est devenu célèbre, et tout cela grâce à Emiliano. » Même lorsqu'il riait, ses mots portaient toujours cette tendresse infinie qu'il n'a jamais perdue. José continuait de vieillir avec grâce. Il marchait plus lentement et avait besoin de s'asseoir fréquemment, mais son esprit restait clair. De temps en temps, il organisait de petites réunions au restaurant, où il partageait anecdotes et vieilles chansons. Ces rassemblements emplissaient la salle de rire et d'applaudissements doux, presque irrévérencieux, comme si chacun savait qu'il célébrait quelque chose de bien plus profond que la simple fraternité, il honorait la vie qui perdure malgré toutes les pertes. Un après-midi, alors qu'il balayait le restaurant, il trouva sous une table un minuscule bouton bleu qu'il reconnut immédiatement. Il provenait de la veste préférée d'Emiliano, celle qu'il portait pour travailler sur le navire. En la tenant entre ses doigts tremblants, il sentit les larmes lui monter aux yeux, mais pas de tristesse. « Merci d'être toujours là, mon fils. Même les plus petites choses me rappellent que tu n'étais jamais vraiment parti, » murmura-t-il en glissant le bouton dans la poche de sa chemise. Certains visiteurs ont perçu une atmosphère particulière dans les lieux, comme imprégnée d'une paix ancestrale. Ils ont dit qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui leur donnait envie de s'attarder un peu. José les a accueillis avec ce sourire serein qui le caractérisait tant, leur demandant d'où ils venaient, ce qui les avait amenés au port, écoutant chaque histoire avec un intérêt sincère. Pour beaucoup, ces moments passés en sa compagnie sont devenus des souvenirs inoubliables de la ville. Certains disaient que José avait réussi à réconcilier la mer avec tout le monde, que sa façon de raconter les choses, sans amertume ni ressentiment, avait appris aux autres à regarder les vagues sans crainte. C'est peut-être pour cela que de plus en plus de familles furent encouragées à pêcher, à se promener en barque, à laisser leurs enfants jouer sur le rivage. Petit à petit,
le porc retrouva cette joie simple qu'il semblait avoir perdue depuis tant d'années. Le soir, José poursuivait son rituel, sortir sur la véranda avec une tasse de café ou de thé chaud, contemplant le ciel étoilé. Parfois, il fermait les yeux et s'imaginait en train de parler à Emiliano, lui racontant sa journée, les invités du restaurant ou le poisson frais apporté par les voisins. Ces conversations silencieuses étaient devenues sa façon la plus pure de maintenir le lien avec son fils. Ainsi, au milieu des souvenirs, des visites d'amis et des longs après-midi baignés par la brise marine, José avait trouvé un profond équilibre. Il avait appris à vivre avec le vide, le transformant en un espace d'amour inépuisable. Et même si ce vide restait un lieu d'adieu, il était aussi redevenu un horizon ouvert, un chant constant qui lui rappelait que la vie, malgré tout, continue toujours. Les dernières années de la vie de José s'écoulèrent avec la sérénité que seuls connaissent ceux qui ont fait la paix avec leur histoire. Chaque matin, il ouvrait le restaurant, non par obligation, mais pour le plaisir de voir la lumière ruisseler à travers les fenêtres et de sentir qu'il faisait encore partie du rythme quotidien de la ville. Certains jours, aucun client ne se présentait, mais il allumait la cafetière, balayait le sol et s'asseyait pour écouter le chant des mouettes. Pour lui, c'était suffisant. Un après-midi, alors que je disposais des fleurs fraîches dans un vase, une famille que je n'avais jamais vue entra dans le restaurant. C'étaient des inconnus, sac au dos, l'air fatigué mais curieux. En les voyant, José leur offrit une table près de la fenêtre et commença aussitôt à préparer quelque chose de simple. En servant, il les remarqua en train de contempler les photos au mur, les petits souvenirs accrochés partout. « Est-ce votre fils ?» demanda la femme en désignant une photo d'Emiliano. José hocha la tête avec un sourire calme. « Oui, il m'a appris ce que signifie aimer vraiment. » La conversation s'écoula sans difficulté, il raconta une partie de son histoire, omettant les détails les plus douloureux, mais montrant clairement combien il avait aimé Emiliano. Lorsque la famille partit, la femme lui serra fermement la main. « Merci de partager avec nous. On sent qu'il y a tant d'amour ici. » José resta sur le seuil, les regardant s'éloigner, sentant que ce petit moment valait toutes ces années d'attente. Avec le temps, José commençait à se fatiguer plus vite. Des voisins l'aidaient à ouvrir le restaurant le matin ou lui apportaient des provisions pour qu'il n'ait pas à marcher jusqu'au marché. Il acceptait avec gratitude cette aide, tout en s'efforçant de rester actif. Il était convaincu que tant qu'il pourrait préparer son café et balayer lui-même, il resterait maître de sa vie. Ces gestes de la communauté lui rappelaient qu'il n'était jamais aussi seul qu'il le pensait. Un après-midi, après la fermeture du restaurant, José décida de marcher jusqu'à la jetée. Il n'y était pas allé depuis longtemps, ses jambes n'étant plus aussi stables. Il s'assit sur un banc en bois qui craquait doucement sous son poids et contempla l'horizon. Les vagues se brisaient calmement, comme si elles murmuraient d'anciens secrets. Il ferma les yeux, et des souvenirs vifs lui revinrent, Emiliano courant le long du quai, observant les mouettes, riant librement. Lorsqu'il rouvrit les yeux, José ressentit une paix si profonde qu'elle en fut presque douloureuse. Il comprit, sans un mot, qu'il était arrivé au bout de son voyage. Ce n'était pas de la tristesse qu'il ressentait, mais de la gratitude. Il avait aimé, il avait perdu, mais il avait aussi eu la chance de reconstruire son cœur entouré de bonnes personnes. Et là, face à la mère qui l'avait tant fait souffrir et tant apprendre, il murmura doucement, « Je suis prêt, mon fils. Quand tu veux, viens me chercher. » Ce soir-là, José se coucha tôt. Il s'installa dans son lit, serrant le vieux bouton bleu d'Emiliano dans sa main comme un petit talisman. Il ferma les yeux avec un léger sourire, prit une profonde inspiration et se laissa doucement gagner par le sommeil. À l'aube, ils le trouvèrent toujours là, le visage apaisé, comme s'il était parti au milieu d'un doux rêve où il avait enfin retrouvé son fils. La ville entière s'est mobilisée pour lui dire adieu. La rue principale, couverte de fleurs, s'est transformée en un flot silencieux de voisins qui portaient la marque de Don José dans leur cœur. Certains pleuraient ouvertement, d'autres marchaient simplement, la tête baissée. Plus qu'un adieu, c'était un hommage à la vie simple, mais immense, que cet homme avait menée, enseignant à tous que le véritable amour transcende toute perte. Après les funérailles, le restaurant fut fermé,
Mais personne ne laissa le lieu sombrer dans la tristesse. De temps à autre, les femmes du village venaient nettoyer, déposer des fleurs fraîches et allumer une bougie sous la photo d'Emiliano. Elles disaient que José vivait là, dans chaque arôme de café, dans chaque anecdote racontée aux inconnus qui demandaient de ses nouvelles. Ainsi, l'amour si généreux ne s'est jamais éteint. Ainsi, Puerto Pemeasco continua sa vie au bord de la mer. Le port résonna à nouveau des rires des enfants, des filets chargés de poissons et des touristes admirant les couchers de soleil. Mais au cœur de la ville, chacun savait que quelque chose avait changé à jamais grâce à Don José et à son histoire. Ils comprirent que, même après les plus grandes tempêtes, la vie peut renaître si l'on a le courage d'aimer sans mesure.